faut faire ça? Vas-y. Non, ça marche pas. Il va mettre présentation. Ça va. Présentation. Yes. Ok, donc on va partir sur un cas clinique interactif. Donc il s'agit d'un nouveau-né, donc c'est une grossesse physiologique, né à 39 semaines, 3 kilos, accouchement par voie basse, rien à signaler. Il y a simplement un petit diagnostic anténatal de dilatation pied-localicielle unilatérale. Pas de facteur de risque d'infection materno-fétale et il sorti à J6 pour stagnation, mais RAS, quoi, sans particularité. L'évolution à 1 mois, donc là il fait 3,9 kg. En fait, il est réhospitalisé, donc il y a un épisode de toux, de baisse des prises alimentaires en contexte de comptage familial. Et il est hospitalisé d'abord en pédiatrie générale pour des quintes de toux cyanosantes. Et finalement, il y a un diagnostic de coqueluche sur une PCR positive qui revient positive et il est traité par azithromycine pendant 5 jours. Vous avez sa radio initiale. À J7, il y a effectivement une dégradation respiratoire. Il est mis sous OHD. Il est transféré dans ce contexte en réanimation. Et rapidement, en fait, il se dégrade assez vite sur le plan respiratoire. Il est intubé sur une détresse respiratoire avec une acidose hypercapnique, pH 7,30, PCO2, donc c'est à peu près 75 mm de mercure, et une petite hyperlactatémie à 3 mmol. Donc vous avez sa radio, effectivement, qui s'est bien dégradée sur le plan respiratoire, avec des opacités alvéolaires interstitielles bilatérales. Qu'est-ce que vous allez accueillir ce patient en réanimation? Avec quels paramètres ventilatoires prévoyez-vous de débuter? Donc là, vous pouvez voter ou pas, c'est bon. Vous pouvez voter. Donc que des modes différents, un peu de tout. Un peu de VSZ, un peu de NAVA, un peu de pression contrôlée, un peu de volume contrôlé. À chaque fois, il y a le détail des réglages pour chaque mode ou de l'OHF. Donc on rappelle qu'il s'est quand même bien aggravé sur le plan respi avec un tableau de SDRA. C'est la 4 qui commence à prendre le dessus, effectivement. Ça a été le mot-clé, SDRA. Ouais, j'ai... Ok, donc dans vos réponses, majoritairement, effectivement, une ventilation en volume contrôlé. Nous, ce qu'on a effectivement fait avec un VT réglé à 6 ml kg, une pression expiratoire à 7 et une FiO2 pour avoir une SAT plutôt supérieure à 92% sur les recos. 94%, c'est même un peu large. Donc, c'était majoritairement ce que vous avez répondu. Devant cette aggravation respiratoire, qu'est-ce que vous pouvez suspecter ? Alors, vous pouvez répondre plusieurs réponses, effectivement. À la fois de la surinfection bactérienne ou de la co-infection virale. Les troubles de ventilation, je vous rappelle la radio, je pense que vous voyez la radio initiale. Une antibiothérapie qui serait non adaptée. Qu'on a une infection prouvée à coqueluche. Ou insuffisante en termes de durée d'antibiothérapie. Ou une souche persistante de Bordetella. Résistante, pardon. Il peut y avoir plusieurs réponses. Ok, donc il y a plusieurs réponses, effectivement. Effectivement, il y avait chez ce patient-là une co-infection virale à rhinovirus, un pneumothorax droit, alors c'est un mélange de deux cas, donc vous ne voyez pas le drainage sur la radio qu'on vous a montré, une HTAP. Pour la petite histoire, nous aussi, on a eu en fait un cas de coqueluche avec une souche résistante, ce qui est extrêmement rare en France, mais c'est pour vous inviter, c'est hors ECMO, mais pour vous inviter à envoyer les souches que vous avez au CNR, puisque en fait c'était la première résistante depuis 10 ans en France. Il y a beaucoup de résistances en Chine où ils utilisent l'argamanu, les antibiotiques, mais il faut envoyer les souches au CNR coqueluche parce qu'effectivement, elle s'est aggravée sur une résistance prouvée à l'azithromycine. Donc elle avait effectivement plusieurs co-infections, et puis à J10, elle s'aggrave sur le plan biologique avec une hyperleucocytose importante, avec un taux de leuco à 56 gigas et une hyperlymphocytose en lien avec 26 gigas de lymphocytes. Devant ce chiffre de leuco et de lymphocytes, quel seuil vous avez, vous, dans vos services pour intervenir dans ces chiffres leuco de coqueluche maligne? Je ne sais pas si vous avez des protocoles déjà définis. Ok, j'attends un tout petit peu. C'est beaucoup la réponse 3.
Comme la session d'avant. Comme la session d'avant et qui probablement correspond en fait aux recos qu'on avait un peu tous. Alors nous on a modifié dans le service, je vais vous dire, mais ça correspond. Il y a un article en 2010 de Rolands où sur un taux de locaux totaux de 50 gigas où effectivement ils interviennent. Donc ça correspond à ce qu'on peut voir un peu dans la littérature. Même si, en reprenant un peu les choses, il y a des recos américaines de 2018 qui regroupent un peu tous les articles, même si la littérature est pauvre, et où ils sont beaucoup plus proactifs. Et donc, ils proposent l'échange transfusionnel, c'est une coqueluche maligne inférieure à 4 mois. Dès qu'on a un chiffre de locaux à 25 gigas ou 12 gigas de l'info, avec des critères de gravité que sont l'HTAP, le choc cardiogénique ou une autre dysfonction d'organe. Donc, ils sont vraiment plus proactifs que Rolands sur les recos américaines de 2018 qu'on a, nous, maintenant, adoptés dans le service. Je passe vite. Ah merde, j'ai passé un coup trop. Ah bon. Ok. Quel type d'intervention, quel mode de leucodéplétion vous utilisez dans vos différents services? Le CAFERES, échange, Hydrea, il commence à y avoir des plasmaphéreses. Majoritairement de l'échange. J'attends un peu. Bon, probablement l'échange transfusionnel en premier lieu, et c'est ce qu'il y a dans les recos de 2018, avec parfois dans les centres la possibilité de faire de la leucaphérèse sans qu'on sache très bien si ça a une meilleure efficacité que l'échange transfusionnel ou pas. À Necker, on a la chance de pouvoir l'avoir avec l'unité de plasmaphérèse sans limite de poids, ce qui n'est pas le cas de tous les centres, mais en tout cas l'échange transfusionnel, a priori pour le moment, en l'absence de littérature, fait aussi bien que la leucaphérèse. L'Hydrea, il y a actuellement quasiment rien. Des case reports, c'est tout. Et il y a en revanche un PHRC qui va commencer, je pense, cette année, mené par le Kremlin-Bicêtre, pour l'efficacité de l'Hydrea dans la coqueluche maligne. Mais pour le moment, il n'y a quasiment rien. Donc ça, dans ce mélange de deux patients, c'est celui de Lyon. Nous, il n'y a pas de leucaphérèse, puisque la stratégie actuelle, c'est plutôt échange transfusionnel au-delà de 50 leucos. Donc ce qui a été fait quand il a atteint ce seuil. Alors une masse sanguine, donc 82 ml/kg pour l'enfant, et avec une efficacité biologique correcte. Donc il n'a pas eu plus. Vas-y. Ça va mal, malgré ça. Ça évolue vers l'acidose respiratoire hypercapnique. Comme souvent associé dans ces dégradations-là, l'HTAP, elle est omniprésente, elle est même suprasystémique. On n'a pas de boucle d'écho, mais on a des images d'écho avec ce gros VD qui bouge toujours, mais qui est bien dilaté. Et donc, un patient qui s'aggrave. Quelles ressources médicales il nous reste? Et la première question, c'est quelle thérapeutique d'anti-HTAP vous auriez utilisé, favorisé dans ce contexte? Plusieurs réponses possibles. Il y a de l'inhalé, du péros, du sous-cute, de l'IV. On discute après. On aurait dû raccourcir les temps de vote. Ouais, pour gagner du temps. Alors, vous choisissez majoritairement le NO, ça nous semble bien logique aussi. C'est vrai que c'est quand même ce qu'on utilise en première ligne. Après, c'est des habitudes de service, mais c'est quand même aussi un peu, sur ces cas-là, des choses dont on a peur. Donc nous, on va facilement à l'Iloprost, qui est une deuxième classe, pour les associer, pour essayer de gagner en efficacité, et surtout parce que c'est de l'inhalé. Donc ça va a priori ventiler, ça va a priori que dans les territoires ventilés, et ça ne va pas nous mettre dans l'embarras hémodynamique avec de l'hypotension et de la dépression de RVS, parce qu'on aurait eu plus peur d'aller chercher le remodulin et le flolant sur cet enfant qui est en train de s'aggraver vite et fort. Donc ouais, on aurait fait de la bithérapie inhalée, et c'est souvent ça qu'on utilise dans le DREA. Donc on rappelle l'intérêt de la bithérapie, il y en a un qui est sur la voie du NO, c'est la même que celui du Revatio, donc on n'aurait pas associé au Revatio. En revanche, l'Iloprost, il est sur la voie de droite, il est sur la voie des prostacyclines. Voilà. Pareil, question management de réanimation. Là, on vient de parler anti-HTAP, on peut parler amine. Qu'est-ce que, avec les images d'échographie que vous avez vues, et donc ce contexte d'enfants qui s'aggravent, quelles amines vous auriez privilégiées? En trémylrinone. On rappelle, on l'a pas mis, mais qu'elle est extrêmement tachycarde, comme les coqueluches malignes qu'on a pu avoir. Ouais.
Nous, on était bien d'accord aussi quand on a fait le cas, a priori, Milrinone en première intention sur ces enfants-là. La noradrénaline qu'on titre à la HTAP et à la tension artérielle par-dessus, ça ne nous choque pas d'utiliser les deux, mais surtout en inotrope, la Milrinone. Ouais. Juste un petit mot sur la physiologie. En fait, on voit qu'elle continue à s'aggraver parce que en fait, la physiopathologie de cette atteinte respiratoire, c'est pas lié uniquement à la leucostase et au taux de globules blancs, et on le verra un peu dans le flash caucus ce soir. Et donc, finalement, les traitements qu'on a à disposition, que ce soit la lecaphérèse, l'échange ou l'hydréa, font baisser ce taux de globules blancs totaux et ce taux de lymphocytes. Mais finalement, il y a beaucoup de choses qui sont liées directement à l'effet de la toxine pertussique, et donc probablement que les lésions épithéliales sont liées à toute cette toxine-là, et que finalement, les traitements qu'on a à disposition ne permettent pas souvent d'évoluer vers une atteinte respiratoire sévérissime liée à la toxine. Et donc, CQFD, voilà. CQFD, ça va mal, malgré une réflexion autour de la meilleure stratégie. La HTAP, elle n'est pas maîtrisée, elle reste suprasystémique. Les doses de noradré, elles s'envolent, mais il n'y a pas de réponse. Et sur la ventilation, on n'arrive pas à être efficace. On a les critères d'hypoxie réfractaire avec un P sur F franchement bas, 3 heures de suite. Et on a de l'acidose respiratoire qui fait que se creuser, 7,14 au dernier pH. Donc nous, ça suffit à nous pousser dans les indications d'assistance selon notre protocole qui est assez classique. Et donc, vous nous voyez venir. Qu'est-ce qu'on met comme assistance et comment on la met? Il y a de la VA, il y a de la VV, il y a de la VA chirurgicale, il y a de la VV percutanée, il y a un peu de tout. Il y a de la vallon. Ouais, c'est un peu... Ouais. Il n'y a pas l'effet Jérôme dans la pièce. Il n'y a pas l'effet Trousseau par rapport à tout à l'heure qui était très VV. Alors, on voulait poser cette question parce que les résultats de l'ECMO et de la coqueluche, c'est compliqué. Intuitivement, on avait plutôt envie de démarrer en VA parce qu'on sait que cette HTAP maladie, comme on vient de le voir, elle va mal répondre à tout ce qu'on va faire, qu'elle va rester un problème. Et alors, le VA, c'est la manière la plus sûre de décharger. Mais force est de constater que les résultats, ils étaient pas bons, que ceux qui sont décrits dans la littérature, ils sont pas bons. Et donc sur nos dernières coqueluches, on a réfléchi avec plusieurs centres et dont Trousseau, et on s'est dit, de toute façon, on foutu pour foutu, pourquoi pas transposer des raisonnements qu'on a dans les HTAP néonatales sur inhalation méco, où on essaye, nous, d'aller chercher le plus vite possible la VV en se disant, quand j'améliore l'hématose, alors j'améliore l'hémodynamique. Et donc pour elle, ce coup-ci, c'est le pari qui a été fait. Donc on a démarré sur de la VV et nous, on est plutôt multisite, plutôt souvent percutané dans la bord jugulaire et plutôt encore chirurgical dans la bord fémorale chez le petit. Donc là, c'est ça qu'on a choisi. Mais on ne peut pas dire que la VA, ce soit un mauvais choix, bien au contraire. Quel réglage? Sachant qu'on part en VV, voilà, qu'est-ce qu'on cible comme débit? Qu'est-ce qu'on choisit comme balayage de début? Qu'est-ce qu'on choisit comme FiO2 de début? Et pourquoi? On l'a mis en VV, multisite, jugulo-fémoral. Nous, on avait fait le même choix. Vous verrez la radio d'après, finalement, c'est la nôtre, en se disant les résultats sont tellement mauvais en VA. Alors, il y a du débit, en termes de débit, de balayage et de réglage de la FMO2 initiaux. Partagé. Ouais, donc c'est bien tranché sur l'oxygénation. Donc là, l'idée, c'est que comme on met que du VV, on a envie que ça soit vite efficace, que vite il resature et que vite il y ait de l'oxygène qui arrive dans les artères pulmonaires, parce qu'a priori, c'est ce qui va nous aider sur la HTAP. Donc plutôt la fraction de membrane d'oxygène haute. Le balayage, les raisonnements de début d'ECMO chez des bébés, donc jamais trop fort pour pas faire des gaps de capnie énormes, d'autant plus que eux, ils n'étaient pas très hypercapniques. Une hypoxémie réfractaire, mais pas très hypercapnique. Donc pas trop fort sur le balayage. Et sur le débit, c'est un peu le même raisonnement que l'oxygène. Là, c'est d'aller chercher, comme on est en VV, essayer d'aller chercher des gros débits si l'hémodynamique le permet, pour quand même apporter plus d'oxygène que ce qui revient en cave désaturée dans le cœur natif, et pour être sûr de l'hématose et de l'assistance et pas qu'il reste trop désaturé. Donc on serait allé chercher un peu plus que 100 ml kg dans l'idéal. Ouais, 120 ml kg, 3,9 kg, c'est ce qu'on aurait mis.
Au début, donc l'ECMO est posée, VV, sans complications, elle s'améliore. Stabilisation, donc amélioration rapide de l'hématose, stabilisation, on peut baisser un peu les vasopresseurs. Et puis, donc là, c'est vous, il y a un changement, un transfert en réanimation cardiaque du fait de la mise sous ECMO. Et donc, il va falloir préparer ce transport. Voilà, donc là, spécifiquement chez nous, c'est l'hôpital d'en face, c'est 5 minutes de brancardage dans les couloirs, c'est pas loin, mais quand même. Et donc, on est parti sur une assistance en VV. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on règle le respi de transport? Est-ce qu'on met déjà de l'ultraprotecteur ou est-ce qu'on laisse une ventilation un peu encore forte? Est-ce qu'on laisse les gaz anti-HTAP, notamment le NO? Dans quel cas, il faut avoir du NO de transport? Ça lui a bien amélioré son hémodynamique. Alors, est-ce qu'on baisse fort les inotropes, les amines? Enfin, comment vous auriez réfléchi cette transition pour le déplacer de 100 mètres? Le NO, est-ce qu'a priori, on ne peut pas voter, c'est du... Il n'y a pas de vote là. Vous pouvez répondre comme ça. Et qui en lançant l'ECMO VV, là, se dit ok, l'hématose c'est ok, on arrête le NO? Qui se dit on continue le NO? Plutôt on continue. On continue. Et sur les amines et la sédation, curarisation? Pareil. On touche rien le temps qu'il est stable. Mais ça veut dire que... Hein? On réveille pas. C'est idiot comme question. Mais là, la ventilation, on était par exemple, on n'était plus du tout protecteur parce que pour le maintenir en vie, on avait des pressions, des driving pressure délirantes et tout ça. Alors voilà, est-ce que... Et on la met en protectrice, on la met en ultra protectrice? Est-ce qu'on baisse fort? Protectrice. Protectrice. Ouais. À ma gauche. Ouais, bah c'est un peu ça, l'idée, en tout cas, le message qu'on voulait faire passer là dans la réflexion du transport, c'était ça, c'était de dire, ok, on envoie de l'oxygène et on enlève du CO2 dans l'oreillette, mais on n'est pas du tout amélioré l'hémodynamique et le risque de crash hémodynamique sur HTAP de ce patient-là spécifiquement. Donc tout ce qui peut baisser la post-charge droite, tout ce qui peut stimuler le myocarde droit, on le laisse en place. Donc on laisse du chorotrope, on laisse du NO. Si on veut que le NO il arrive dans l'enfant, il faut laisser une ventilation correcte, sans qu'elle soit traumatique, mais enfin il faut qu'il y ait de l'air qui rentre. Et voilà, et c'est à ce prix-là de support hémodynamique associé à l'ECMO que peut-être ça va passer comme ça et qu'on va éviter sur une poussée de mobilisation de rater. Et donc, raté. Enfin en tout cas le succès il était clair à la pause, il a été clair au début du transport, mais lors du passage sur le lit de la réanimation cardiaque, et ça va pas en écho, ça redevient un gros VD avec des pressions systémiques. En pratique sur le patient, ça redevient une hypotension profonde qui ne répond pas à la noradrée. Très vite, il y a des lactates qui apparaissent. Très vite, ça redévisse de nouveau. Que faites-vous? Adaptation du traitement médical. Après, qu'est-ce qu'on peut adapter? Conversion en ECMO VA, conversion en ECMO VAV. Bon, ceux qui avaient voté VA au départ vont se dire qu'ils avaient raison. Ils avaient raison et qu'on était des gros nazes. Nous, on avait fait la même chose. Hein. On avait fait VV. Ouais, bon, il y a du VA et du VAV. La majoration du traitement médical, qui est-ce qu'on majore? C'est juste parce que nous, on n'avait pas d'idée, mais... Pas d'idée. C'était comme ça. Et ouais, donc de la conversion en VA, enfin, en l'occurrence, voilà, nous on sera passé par une VAV parce qu'on restait très optimiste sur le fait qu'il y aurait besoin juste d'une petite assistance artérielle supplémentaire, le temps de se restabiliser, puis qu'on pourrait virer la canule artérielle et repasser en VV. C'est pas comme ça que l'histoire s'écrira, mais en tout cas, à savoir que ça existe et que ça peut être utilisé comme stratégie. Bon, elle s'aggrave. Sur le plan rénal, anurique et dialysé DJ1 d'ECMO. Sur le plan neuro, un état de mal épileptique très précoce. Et sur le plan hémato, on est étonné avec un patient, enfin étonné. Il y a un patient qui a des hémorragies un peu diffuses et une anémie, une thrombopénie importante, un fibrinogène bas, et pourtant un circuit d'ECMO qui est quand même bien. Et donc, on est quand même embêté en se disant il y a beaucoup de consommation. Quel est le diagnostic d'insuffisance rénale? Alors, juste l'insuffisance rénale, donc elle est anurique, dialysée, DJ1. Qu'est-ce que vous évoquez? Je rappelle qu'elle avait effectivement un antécédent de dilatation piélo-calicielle, la nécrose tubulaire sur l'état de choc sur le bas débit, une grande partie des gens, et probablement aussi une partie qui évoque la MAT,
qui, au final, peut être une complication de la coqueluche maligne que nous, on n'avait pas diagnostiquée. Et je crois qu'il y a eu 3 cas là, décrits par les différents centres d'ECMO. Et donc, on pouvait évoquer la MAT, effectivement, avec des difficultés, en fait, parce que cette insuffisance rénale, je rappelle qu'elle est dialysée, donc pas facile d'évaluer la fonction. On a une anémie qui est plurifactorielle sous ECMO, avec de l'hémorragie, de la consommation, une coagulopathie importante, avec finalement... et donc ça, c'est commun à nos 2 cas, des signes d'hémolyse biologique très précoces, avec une anémie importante, une thrombopénie, et nous, donc on monitore l'hémoglobine libre, l'hémoglobine plasmatique dans le service, avec une hémoglobine très élevée à 700 rapidement dès le début, et des schizocytes très importants. Donc on se dit le circuit hémolyse, mais pourtant il est bien, on ne tourne pas trop vite, qu'est-ce qui se passe, et l'insuffisance rénale, mais qui est dialysée. Vous, c'est à peu près les mêmes chiffres tout pareil. En termes de biologie. Beaucoup de consommation de produits sanguins alors que le circuit il est propre, l'enfant qui commence à saigner. Enfin, on a l'impression que l'hémolyse elle est disproportionnée et qu'elle ne touche pas le circuit. Et pour autant, comme c'est un cas complexe, on ne va pas chercher beaucoup plus loin. Et en fait, a posteriori, probablement, enfin c'est quasiment certain, c'était une MAT secondaire. Ouais. Donc la MAT, on ne l'a pas diagnostiquée non plus à Necker, on s'en est parlé après avec Thibaut. Nous, elle était aussi hyper tendue assez rapidement, cet enfant. La différence, c'est qu'on ne l'a pas diagnostiquée, mais qu'on l'a traitée pour la coqueluche maligne avec des plasmaphéreses par 2 fois et une corticothérapie pour l'atteinte pulmonaire. Et donc finalement, nous, donc là c'est l'évolution de la vôtre, nous ça a permis de sevrer l'ECMO avec une enfant qui est décédée quand même a posteriori sur des complications majeures de la réanimation, qui est restée quand même avec une insuffisance rénale dialysée et qui avait une nécrose d'une partie de son poumon. Et donc qui est décédée, mais en tout cas, ça avait permis quand même l'évolution. On avait finalement, sans le savoir, traité probablement la MAT et amélioré un peu les choses grâce à ça. Et nous, elle est passée complètement à côté. C'est un diagnostic qu'on fait post-mortem en refaisant l'histoire. Et donc, elle finit par décéder d'une nécrose du cerveau droit, d'un AVC ischémique étendu avec un état de mal et tout ça. Donc voilà, donc les 2 cas dont on s'est inspiré, qui sont donc des cas réels, un de Paris et un de Lyon, pour faire ce cas, ça finit mal. Et en même temps, on rappelle que voilà, c'est un challenge complexe et c'était important pour nous de faire un cas de coqueluche pendant ce congrès parce que ça nous a beaucoup occupé l'esprit, la réanimation et tous à cause de l'épidémie actuelle. On rappelle que la plus grande série publiée avec les données de l'ELSO, c'est celle-là, ça a déjà quelques années. Et donc avec le biais évident que pas tous les centres rapportent leurs données dans l'ELSO, donc c'est souvent quand même les centres à gros volume et donc on peut imaginer de qualité conservée. Et donc, dans cette plus grosse cohorte, il y a 28% de survie. Donc, on reste de toute façon sur de l'indication difficile et sur du pronostic sévère. Donc, il y a encore, même s'ils ne survivent pas tous, il faut s'accrocher. Et avec 28%, c'est quand même pas ridicule par rapport à d'autres indications. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde est déjà en train de manger ou s'il y a le temps pour des questions. Manger, donc, vous avez des questions ? Il n'y a plus rien. Plus rien à manger. On a 2 minutes pour des questions si vous voulez. Ou pas. Ouais, je suis passée vite, pardon. Il a mis les articles, Thibaut. C'est un petit peu décrit. C'est ça, en fait, on s'y attendait pas du tout, et comme on s'y attendait pas du tout, c'est pour ça qu'on est passé à côté, mais quand on commence à regarder un peu, il n'y en a pas 500, mais en tout cas, des case reports ou des agrégations de case reports, il y en a quand même pas mal, ça sort assez facilement. Et donc, a priori, de notre expérience ou de nos discussions du club ECMO, une à Paris, une à Lyon, une à Nantes, les 3 décédés, et une seule diagnostiquée en temps et en heure. Et il disait, mais je pense que c'est Toulouse, il y en a qui ont fait de l'éculizumab justement, qui l'ont identifié. Ah, c'est vous. À Lille, voilà. Et diagnostiqué diagnostiqué vite. facilement. Voilà. Et décédé aussi, 4 sur 4. Bon, les résultats, grosso modo, sont quand même très mauvais de toutes les coqueluches qu'on assiste là. Une fois qu'ils ont de l'HTAP, très tachycarde HTAP, c'est mauvais.
Ok, Bon appétit. à tout à l'heure.